Notre cérémonie d'aujourd'hui va se dérouler ainsi. Nous aurons les allocutions. Tout à l'heure, le représentant des professeurs va parler au nom du corps professoral, puisque cette fois-ci, Saljibou Zakaria dit qu'il est venu saluer les professeurs après avoir fait un premier voyage pour les élèves. Ensuite, la parole sera donnée aux élèves à travers donc la présidente du gouvernement scolaire. Ensuite, le censeur va prendre la parole et on va donner la parole à l'hôte du jour, M. Saljibou Zakaria Sall. Nous allons faire une communication sur un thème qu'on a commencé à développer en TL2 et qu'on va développer en TS2, un thème d'actualité. Il s'agit donc de la crise israélo-palestinienne. Juste une déclaration que le censeur va revenir pour faire donc une déclaration sur ce thème avant de continuer les travaux en TS2, puisque c'est une question d'actualité. Après, il y aura la remise des prix aux meilleurs élèves qui se sont distingués lors de l'évaluation du premier semestre. Nous aurons donc à suivre après un récital de poèmes. Des poèmes écrits par l'hôte du jour, Saljibou Zakaria, mais également aussi par notre éminent professeur, M. Babou Cham, à qui je vous demande d'applaudir chaleureusement. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons accueillir notre hôte. Je lui disais tantôt que si nous étions en signe, nous allons utiliser le pour signe comme étant alibi. Si nous étions en Casamance, on va parler d'Aline Sitoé Diatta. Et puisque nous sommes au Fouta, nous allons parler de El Hadj Omar Foutiyou Tall, Kodda Aïssé, Douro, beaucoup de titres à ne pas finir. Vous aurez la succession après. Mesdames, Messieurs, sans tarder, et pour jouer avec le temps, puisque bientôt donc il faudra crépuscule, nous vous demandons la discipline. Hande ñalawma hande o namni ko deejal tinno on wonɓe caggal ɓe mbattega haqqillaji mon kon golle batenɗo ɗi namni ko deejal namni ko teere emin ñaagui on yo hunde waɗ e dow leydi par ce que monsieur Saljibou Zakaria Sall fête ses 92 ans duuɓi capanɗe jeetati e ɗiɗi o jogui puisque et au niveau il faut qu'on aille Médina Ndiagbé pour célébrer ça avec donc la population de Médina Ndiagbé. Applaudissez-vous M. Saljibou Zakaria. Donc nous allons donner sans tarder la parole aux représentants des professeurs. Mesdames, Messieurs, les professeurs et les membres du corps administratif, honorables invités, Madame, Messieurs les parents d'élèves, chers élèves, bonsoir. C'est un honneur et un immense plaisir pour moi de parler au nom de tous les professeurs du lycée de Médina Ndiagbé pour souhaiter la bienvenue à notre cher père, grand-père, ami et grand poète. Je veux nommer Monsieur Saljibou Zakaria. L'administration et le corps professoral du lycée de Médina Ndiagbé vous remercie vivement de l'attention et de l'affection que vous portez à l'établissement. En effet,
malgré les contraintes du voyage et surtout le poids de l'âge, vous avez tenu votre promesse de rendre visite au lycée de Madina Ndiadbé et surtout aux veillants professeurs. Monsieur Sall Djibril Zakaria, nous vous remercions infiniment de votre présence. Nous ne saurons terminer notre mot de bienvenue sans vous souhaiter une très longue vie et pleine de santé. Adjarama, yo Allah jurlu baldema, journama, ina forêt. Adjarama. Nous remercions tous les invités ici présents. Nous allons essayer de les citer au cours de la cérémonie. Et nous commençons par nos collègues des écoles élémentaires, école 1, école 2, l'école privée, franco-arabe, les anciens élèves du CM et lycée de Médina Ndiadbé. Nous remercions particulièrement M. Lam qui a accueilli notre hôte, M. Sall Djibril Zakaria. Mesdames, Messieurs, c'est ça. Nous allons donner la parole à la présidente du gouvernement scolaire, Mademoiselle Kaïga Guissé de la première L. Brutalement, on vient de le faire salement. On va faire comment? Si là-bas ça sent, moi pas mettre dedans, même si on me donne l'argent. On va faire comment? Monsieur Djibril Zakaria et ses accompagnateurs, Monsieur le censeur, Monsieur le chef du village, Monsieur le représentant de l'APE, Mesdames, Messieurs, les invités venus des écoles élémentaires et du groupe scolaire japonais, chers professeurs du lycée de Médina Ndiadbé, camarades d'élèves, honorables invités, bonsoir. Permettez-moi de vous renouveler l'expression de ma gratitude et de mon immense joie de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre cher établissement. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres pour nous, élèves du lycée de Médina Ndiadbé, pour l'importance que cette auguste personne nous accorde. Parlant de vous, l'émotion nous habite et les mots nous manquent. Non seulement vous faites des éloges, mais pour vous prier pour que Dieu vous accorde longue vie et santé. Vos 82 ans que vous supportiez bien témoignent de votre sagesse et votre disponibilité pour ce lycée. En est la parfaite illustration. À mes camarades élèves, oui c'est vrai, il est un peu dur pour une école de ne pas organiser des journées culturelles pendant 2 années de suite, car cela fait partie de l'épanouissement de tous les maillots de l'établissement. Mais les circonstances de ces dernières années nous ont dicté leur loi. N'empêche, nous donnons rendez-vous l'année prochaine s'il plaît à Dieu. Avant de terminer, permettez-moi, chers assistants, de remercier chaleureusement nos professeurs et toute l'administration du lycée. Ces hommes et femmes qui ne ménagent aucun effort pour nous rendre plus forts. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions du fond du cœur, même si nous ne le disons pas tous les jours. Vous êtes nos héros et héroïnes. Dans un instant, les artistes du lycée vous feront des représentations politiques et culturelles pour mieux embellir cette fête qui est déjà belle. Merci de votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse, Sall Djibril Zakaria. Que Dieu vous bénisse, les Madinés. Monsieur l'invité d'honneur, M. Djibril Zakaria Sall, Messieurs les représentants des différents établissements scolaires du village de Madina Ndiadbé, mes chers collègues du lycée de Madina Ndiadbé, mes chers collègues des différents établissements publics comme privés du village de Madina Ndiadbé, chers élèves, chers invités, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole pour tout d'abord magnifier cette fête que je pourrais appeler tout simplement la fête de l'excellence. Et cette excellence, elle se manifeste d'abord par la présence de M. Djibril Zakaria Sall. Vos applaudissements s'il vous plaît. Voilà. Comme l'ont tantôt dit mes prédécesseurs, malgré son âge, il est toujours un soldat du savoir. Parce qu'il est ici en tant que référence pour les professeurs, mais aussi une référence pour les élèves
Donc c'est un panafricain, un grand panafricain, pour avoir d'abord côtoyé de grands panafricains comme le président poète Léopold Sédar Senghor et tant d'autres panafricains, mais aussi en tant que notre voisin de la Mauritanie, aussi notre grand-père, et je pense que cette disponibilité qu'il a montrée à l'endroit du lycée, plus particulièrement des collègues du lycée, parce que cette visite, comme on l'a tantôt dit, c'est pour les collègues. J'espère que la prochaine visite sera pour l'administration. On a effectué une visite pour les élèves, une deuxième pour les professeurs, donc la prochaine sera pour l'administration. Donc, c'est un grand panafricain qui est en notre compagnie, donc nous en sommes très honorés et je pense que la fête est déjà belle et les élèves doivent voir en lui donc un grand symbole donc du panafricanisme, comme je l'ai répété tant de fois, mais aussi une source de motivation, d'inspiration pour la réussite dans vos études. Donc nous vous encourageons à donc voir, à suivre les pas de notre père, donc M. Djibril Zakaria Sall. Et nous félicitons nos chers élèves qui seront primés tout à l'heure. Et nous encourageons les autres et les incitons, les exhortons, on va dire, donc à redoubler d'efforts pour être à la place de leurs camarades la prochaine fois. Voilà. C'est quelques mots que j'avais à dire, à lancer. Mais aussi, je ne peux pas terminer mon discours sans remercier le corps professoral du lycée de Madina Ndiaye, qui ne ménage aucun effort pour la réussite tant pédagogique que sociale du lycée de Madina Ndiaye. Donc, c'est des gens qui se donnent corps et âme, qui donnent de leur savoir, qui donnent de leurs moyens financiers, donc qui font un vrai don de soi pour vraiment la bonne marche de cette école. Donc ce sont des gens à saluer et je pense que le discours de l'élève aurait suffi donc pour montrer l'importance de ces gens-là et le travail qu'ils sont en train d'abattre au sein de ce lycée. Voilà, je ne veux pas tirer en longueur, vous m'excuserez, c'est juste peut-être, voilà, je ne suis pas trop bavard, mais c'est parce que je suis très content donc, de voir cette fête et d'avoir à mes côtés mon grand-père et aussi une référence pour toute l'assistance. Que la fête soit belle. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, l'assistance. M. Sall Djibril Zakaria est né le 23 avril 1939 à Rosso, dans la région du Trarza, au sud-ouest de la Mauritanie. Sa famille Peul est originaire de la localité de Ayrambar, dans la région du Brakna, au sud-ouest de la Mauritanie, entre les villes de Bogué et de Kaïdi. Il suit ses études primaires à Rosso, Attar et Bogué, ainsi qu'une partie au Sénégal à Dakar. De 1953 à 1960, il poursuivit ses études secondaires au célèbre collège moderne Xavier Compagnie de Rosso, d'où sortit la première élite de la Mauritanie post-indépendante. Il continue jusqu'au baccalauréat, qu'il ne passe pas, et en 1960 devient instituteur adjoint stagiaire. En 1961, il décide de rejoindre l'école de police et devient inspecteur. Il passe par l'école fédérale de police de Dakar et par l'école supérieure de police de Saint-Cyr en France, près de la ville de Lyon, en 1965. L'inspecteur Sall est promu commissaire de police. Il exerça à Rosso, Zouérat, Attar et à Nouakchott avant de devenir chef de brigade mobile. C'est aux alentours de 1967, alors qu'il est commissaire de police à Rosso, que Sall commence à écrire la poésie. C'est la nuit qu'il rédigera ses poèmes. Réveillé par l'inspiration, il décide de les envoyer à Léopold Sédar Senghor, alors président de la République du Sénégal, qui lui conseille d'abandonner la rime pour se consacrer à la poésie négro-africaine pure, des rythmes et images. Fort de ses recommandations, il continue d'écrire et envoie à nouveau ses poèmes à Senghor, qui lui a fait une bonne critique
c'est en 1970, avec le soutien du premier président de la République islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould Daddah, qu'il publie son premier recueil par le biais de la Société nationale de presse et d'édition, qui deviendra plus tard l'Imprimerie nationale. Djibril Zakaria a son actif 6 recueils de poèmes, dont 4 inédits. Il vit aujourd'hui dans son village à Ayrembar, dans la région de Brakna, où il s'occupe de son jardin qu'il appelle affectueusement sa République du calme. Mesdames, Messieurs, c'est cet homme qui célèbre aujourd'hui ses 82 ans. Et ensemble, nous allons lui souhaiter joyeux anniversaire. Applaudissez. Merci beaucoup et avant vraiment que Sal Jibril ne prenne la parole, Abdelaziz Gaye, un artiste de Médina Ndiaye, un artiste de Fouta, un artiste de la localité, du département, de la région, aujourd'hui qui est sur les bonnes traces, qui s'inspire de Sal Jibril pour avoir de beaux textes. Et Sal Jibril également aussi l'estime. Tanoyam Sal Jibril, il y a ton fils Abdelaziz Gaye qui est là, qui est venu vraiment lui aussi participer à la fête. Aziz, vous avez la parole. Bismillah bari lamada Bismillah bari lama modu mojo baranyale jam Minatuma ramba raisimeraje woni sare mama bakana nanda jote kone jeri ne jogay mayo Sare mama to samangari jaman Senegal le fati tande magera l'Afrique le fati tande magera mono mojo Jamambal mirimba tedini angoy mi Allah wetare jarama Sal Jibril Zakaria Sisan Samangari jamma bismillah ma kole ole madina madi kurukara buratiri jamma sajiri wendo ga bortu kesal njaade sare mama mam kambala gide mawal fa mamodu sare mama mam jarma mamad gori kan jalo jeri sare mama ma jarma malinga toro Anna Gidamal sama mudi sagalo kaina ho samsino dine na yahude Allah Madina bitu karamallahi ko de no do kharalu jalla wirdu dulullahi de no do teri Allah indar Madina ne wima bismillah modo mojo jarama salvaro bismillah ma ko wala Madina Assalamualaikum. Salmini on fof. Mide welti mo be arte wuram. Wuro mo gadnomi rawande ha jabbami jabborami no président jabborte leydi ni. Rani o jodi debe parler en français. C'est d'abord je veux parler à M. Gaye, l'artiste. Vous savez, l'art est quelque chose d'extrêmement important. Je m'adresse ici aux professeurs de français qui sont là. L'art, la musique est l'art de combiner les sons d'une manière artistique et agréable à l'oreille. La poésie aussi est l'art de combiner les mots d'une manière artistique et agréable à l'oreille. Donc il y a une fraternité entre les deux. Je suis
extrêmement content de revoir certains élèves, parce que je sais que les élèves il y a 2 ans, de la terminale et de la première ne sont plus là. Les élèves de 6e et de 5e ne me connaissent pas. C'est les autres qui sont entre la 4e et la seconde actuellement qui me connaissent. Donc je les salue, les nouveaux venus, je les salue très bien. Monsieur le censeur et proviseur, messieurs les membres du corps professoral, je vous ai dit ce matin, messieurs les professeurs, que vous étiez des formateurs, vous formez des esprits, vous êtes là pour former tout ce monde-là. Demain, parmi ces gens qui sont là, on aura des ministres. Et qui sait si on n'aura pas un président issu de cette génération, de cette école. C'est extrêmement important d'enseigner, de former un homme. Personnellement, j'en sais quelque chose parce que j'ai commencé par être enseignant pendant quelques 6 mois. Et après, quand j'ai vu que je ne pouvais pas, parce que c'est un métier extrêmement dur, j'ai changé de direction. Je vous salue tous. Nous salmini on, nous salmini Bonbedobe, nous salmini Maudo Urogo, le chef de village. Le chef de village, je le salue parce qu'il m'a reçu ce matin, il m'a reçu chaleureusement avec ma petite délégation. J'ai été reçu également par la mairie, mais malheureusement, je n'ai pas pu être reçu par le marabout et l'imam, parce qu'il y avait un décès ce matin. Donc, pour ne pas vous retenir, en tout cas, cette réception a été une réception que je n'oublierai jamais dans ma vie. Je sais qu'elle n'est plus longue, mais quand même, elle va au fond du cœur. Et tout le monde a été gentil à mon égard. Ce matin, j'ai été reçu royalement par les élèves qui m'ont revu et qui m'ont appelé Canoï. Et c'est effectivement vrai. Bon, alors, maintenant, les professeurs et les enseignants de l'école primaire, je vous encourage parce que c'est vous qui êtes la fondation de l'éducation. Il faut que, à votre niveau, ces élèves, avant de venir ici dans le secondaire, soient bien formés. Alors, donc, vous aussi, vous êtes les piliers de l'enseignement. Je vous salue et je vous salue respectueusement. Je vous remercie tous. Nous saluons Yalla Soura Tandaon, Yalla Hollo, Yalla Hubida Nango. On va commencer à développer le thème dans les classes de terminale, en terminale L. Et nous allons continuer les travaux en terminale S. Il s'agit d'un sujet d'actualité. C'est la crise israélo-palestinienne. Quand le censeur m'a demandé le thème, j'ai beau chercher, mais j'ai finalement dit crise israélo-palestinienne, sensibilité, du point de vue sensibilité, une crise sensible, mais très complexe. Monsieur le censeur, vous avez donc à faire un mot là-dessus, en attendant qu'on continue les travaux, donc ultérieurement. Voilà, bonsoir tout le monde. Voilà l'activité de la fête. Je pense que nous avons besoin d'un peu d'attention, d'un peu de silence s'il vous plaît. Ceux qui sont donc aux alentours. C'est un sujet qui intéresse particulièrement les élèves de terminale, on va dire. Mais ceux qui sont en première, en seconde, donc, et même les supérieurs, doivent s'intéresser de plus près à l'actualité. Hein, parce que d'ici quelques années, donc, ils seront appelés à maîtriser ces sujets parce qu'on les demandera éventuellement. Voilà. On nous a proposé de parler sur la crise israélo-palestinienne parce que tout simplement c'est un sujet d'actualité. Et ça fait partie du programme de la classe de terminale.
n'est-ce pas? Voilà. Voilà, nous allons commencer d'abord par un tout petit rappel historique de cette région, donc du Moyen-Orient. Donc c'est une région située donc, en Asie, on va dire, et en Afrique du Nord, tout ça. Le Moyen-Orient, c'est un espace très, donc on va dire complexe. C'est pas tout simplement l'Asie, mais vous prenez l'Afrique du Nord, donc vous comptez ça au niveau du Moyen-Orient, de cet espace. Voilà, c'est pas pour rien donc que l'Égypte joue un rôle important dans cette crise. Donc c'est un espace qui est pratiquement au centre donc de notre planète. Et historiquement, vous entendez la Mésopotamie, donc c'est un espace aussi qui se trouve au sein donc du Moyen-Orient. Voilà, c'est pour cela, c'est une région chargée d'histoire. C'est une région chargée d'histoire. Et maintenant, pour la crise, nous allons d'abord revenir sur les origines. Les origines de cette crise, c'est tout simplement la création, on va dire, d'un État destiné aux Juifs. Alors que c'est un espace qui a été, depuis des millénaires, occupé par des Arabes, on va dire. Alors maintenant, les circonstances de la création de cet État sont très très complexes, on va dire. Voilà, tout d'abord, c'est un espace où nous avons noté la naissance des trois religions monothéistes, on va dire. Donc nous avons le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui sont les trois religions révélées avec le prophète que vous connaissez, Moïse, Isa ou Jésus-Christ, comme vous voulez, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un espace très important pour l'humanité. Très important pour l'humanité. Maintenant, les Juifs, d'après l'histoire et d'après la tradition islamique, ils se sont dispersés après avoir traversé la mer Rouge, n'est-ce pas? Donc, parce qu'ils étaient tout simplement, si vous voulez, poursuivis par le pharaon. Donc, du temps du message de Moïse, le prophète Moïse. Voilà, avant Moïse, il y avait Joseph ou Jacob chez les musulmans. N'est-ce pas? Avant lui, il y avait Abraham. Donc vous avez Abraham, vous avez Jacob, Isaac, donc Jacob, vous avez Moïse, vous avez Youssef d'abord, vous avez Moïse. Vous voyez? Maintenant Moïse, c'est Moussa qui a libéré le peuple juif de l'oppression du pharaon. Vous voyez? Donc ils ont traversé la mer Rouge, et après cette traversée, ils se sont dispersés pour plusieurs raisons, parce que c'est un peuple très têtu, ils n'ont pas suivi les ordres de Moïse, parce qu'ils ont entre-temps créé un veau, alors que Moïse les a libérés de l'oppression. Ils ont, en l'absence de Moïse qui devait, on va dire, répondre à l'appel de Dieu, devait lui parler pour lui donner les commandements, les 10 commandements. Donc, entre ce temps-là et le retour de Moïse, ils ont créé un veau, c'est-à-dire, voilà, un veau qu'ils ont considéré comme un Dieu. Donc c'est une histoire très complexe. Il y a Moussa Samoudi, un autre Moussa, qui a inspiré ce peuple-là à créer ce Dieu-là, le faux, qu'ils vont adorer. Donc, pour ne pas tirer en longueur, donc c'est un peuple qui s'est dispersé. Et je pense que cette dispersion à travers le monde est une sanction, d'après les écrits, c'est une sanction divine. Donc ils vont errer dans le monde. Maintenant, il y a la naissance du sionisme en 1897 avec Théodore Herzl. Donc en Suisse, il y a une rencontre, donc à Bâle précisément. Donc nous avons une rencontre entre les sionistes, donc des juifs, des gens qui se sont appelés les juifs, et qui disent que Dieu les a promis le retour vers le terre, donc la terre promise, la terre de la Palestine. Donc ça ne s'appelle pas encore Israël avant 1948, donc c'est la Palestine. Donc ils disent que Dieu les a promis le retour sur cette terre, donc la terre de Palestine. Donc c'est pour cela que le sionisme est né en 1897 avec Théodore Herzl, qui soutient l'idée du retour du peuple juif sur leur terre, la Palestine. En plus maintenant de la naissance du sionisme en 1897, nous avons
la Première Guerre mondiale d'abord, avec la confrontation entre l'entente et les puissances de l'Axe. Après une certaine domination, on va dire, relative des puissances de l'Axe. Donc James Balfour, un Britannique, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, en 1917 va faire une déclaration promettant aux sionistes une terre, c'est-à-dire en Palestine, un foyer national juif, c'est-à-dire ils vont leur réserver un espace où ils vont créer, ils vont occuper, certainement créer un État. La déclaration Balfour du 2 novembre 1917. Donc c'est une promesse donc, de création d'un État juif. Pourquoi cela? Parce que seulement les juifs, avec la naissance de la révolution industrielle, ce sont des gens qui se sont enrichis avec les Rockefeller et autres. Donc c'est une communauté très riche. Donc ils avaient besoin, les Occidentaux, surtout les Britanniques, donc qui font partie des puissances de l'entente de la Première Guerre mondiale, donc avaient besoin de leur soutien financier. Donc ils avaient besoin du soutien du lobby juif donc, pour pouvoir gagner la guerre. Parce que la guerre aussi, ce sont des armes, donc c'est de l'argent. Donc ils ont besoin de ce soutien-là. Voilà, nous avons la naissance du sionisme, la déclaration de Balfour, donc 1917, donc qui va encourager une migration juive vers la Palestine à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, nous avons une importante migration juive qui va se passer. Voilà, maintenant, en ce moment, à partir de 1922 ou 1920, donc la Palestine était sous mandat britannique. On va dire que ce sont les Britanniques qui géraient cet espace. Un espace géré par les Britanniques où il y avait les Arabes qui étaient là. Maintenant les Juifs qui sont en train de migrer, de venir progressivement et à partir de leurs moyens d'acheter des terres, d'occuper donc pour essayer donc d'avoir un espace où peut-être éventuellement former un État. Voilà. Avec cette migration maintenant, il y a un projet de création d'un État. Malgré qu'il y a des heurts donc, entre les Juifs et les Arabes qui vont se déclarer donc, au cours de cette période. Voilà, donc c'est un problème qui est naissant donc, entre les Juifs et les Palestiniens bien avant la création de l'État d'Israël. Et les Britanniques devaient quitter cet espace le 15 mai 1948. 15 mai 1948, ils devaient quitter, donc le mandat de la Société des Nations qui est né après la Première Guerre mondiale devait se terminer le 15 mai 1948. Maintenant, avant cela, il y a le 29 novembre, on va dire 1947, donc si je ne me trompe, la résolution de l'ONU qui accorde, qui propose un plan de partage de la Palestine, de cet espace, entre les Arabes et les Juifs, on va dire, parce qu'ils disent que ce sont les Juifs, donc c'est le terre qui leur a été promis donc, par Dieu. Voilà. Donc ce plan de partage, donc, qui est la résolution 181 de l'ONU, a été proposé donc, en 1947, donc en novembre 1947, et qui donne 55% du territoire aux Juifs et 45% aux Arabes, alors que les Juifs représentaient juste 37% de la population. Donc logiquement les Arabes, 63% de la population de cet espace. Maintenant on ne comprend pas la logique de l'ONU. Donc on peut dire, sans trop s'avancer, que c'est l'ONU qui est à la base de ce problème. Parce qu'on ne comprend pas la logique de ce partage. Donc 55% pour 37% et 45% pour 63%. Vous voyez l'injustice dont décrit les Arabes, autant pour moi. Ouais, donc c'est le début du problème israélo-palestinien. Donc, je parlais tout à l'heure de la fin du mandat de la SDN, donc de la Grande-Bretagne, le 15 mai. Donc, le 14 mai, David Ben Gourion va déclarer la naissance de l'État d'Israël, le 14 mai 1948. Et c'est le début des problèmes, on va dire, le début des crises. Donc, nous avons la guerre qui va se déclarer parce que la Ligue arabe ne va pas reconnaître l'État d'Israël parce qu'ils disent qu'ils sont venus sur une terre qui n'est pas la leur, on va dire, et ils ont créé un État. Voilà, et on leur a donné
la grande majorité du territoire, alors que les Arabes sont les propriétaires de cette terre. Donc nous avons la guerre d'indépendance et depuis cette guerre d'indépendance, les Palestiniens sont des réfugiés, on va dire. Premièrement, ils ne sont pas en État parce que l'Israël a été reconnu par l'ONU. Donc Israël a déjà son État. Les Palestiniens ont refusé ce partage et il y a eu la guerre. Ils ont été chassés de chez eux et ils sont devenus des réfugiés. Depuis 1948, les Palestiniens sont des réfugiés. Depuis 1948. Ils sont des réfugiés, donc ils n'ont pas un État, alors qu'Israël a obtenu son État qui a été reconnu par l'ONU. Vous voyez. Donc vous voyez donc, la frustration palestinienne qui vraiment qu'on peut comprendre très facilement. Vous voyez. Maintenant, pour revenir à l'actualité, donc nous avons tout récemment aux environs, comment dirais-je, du 10 au 11 mai, nous avons un déclenchement d'une nouvelle crise, on va dire d'une nouvelle violence entre les Palestiniens et l'État d'Israël. Nous avons le Hamas qui est au Palestine, qui a occupé cet espace depuis 2007 avec le retrait des Israéliens en 2005. Donc le Hamas, qui est un mouvement, on va dire, politique mais aussi islamique, donc qui se considère comme un mouvement de défense des droits des Palestiniens à revenir sur leur terre ou à occuper leur terre. C'est un conflit qui a fait 254 morts, donc récemment, 254 morts, donc du côté des Palestiniens et 13 morts du côté des Israéliens. Parce que le Hamas n'est pas aussi puissant que Israël, alors qu'Israël a une importante aviation et a vraiment fait beaucoup de dégâts au niveau de la bande de Gaza, qui est majoritairement le territoire occupé par essentiellement des Palestiniens depuis le retrait d'Israël. Et cette bande de Gaza c'est une prison à ciel ouvert, comme on dit. Donc il y a un mur qui est clôturé, avec une porte contrôlée par les Israéliens. Donc c'est une population qui souffre dans des conditions vraiment, qui vit dans des conditions très difficiles, donc qui souffre énormément. Et malgré cela, quand il y a conflit, les Israéliens jettent leurs missiles, lancent leurs missiles dans cette bande de Gaza et disent que c'est le Hamas qui utilise la population comme bouclier humain. Ils parlent de bouclier humain. Voilà, maintenant pourquoi on en est arrivé là, surtout. Donc le déclenchement de cette crise a commencé par, la volonté de l'État d'Israël d'expulser des familles arabes de Jérusalem-Est. Alors qu'à Jérusalem-Est, nous avons la mosquée Al-Aqsa, qui est importante pour l'islam. Parce que avant la Kaaba, les musulmans, je parle sous le contrôle de Oussas qui est là et des autres, les musulmans se tournaient vers la mosquée Al-Aqsa. C'est après que Dieu a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la possibilité maintenant de se tourner vers la Kaaba. Donc c'est une mosquée importante pour les musulmans. C'est pour cela donc c'est une crise complexe. Un économiste, comment dirais-je, un politicien, donc pour parler de la géopolitique représente cette crise. Un économiste pour parler des avantages de cette région sur le plan de la présence des hydrocarbures. Vous voyez, un religieux parle aussi de l'importance de cet espace pour sa religion, aussi bien pour les chrétiens, les juifs que les musulmans. Parce que je l'ai dit, la mosquée Al-Aqsa est essentielle parce que lors du voyage nocturne, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un escale là-bas, a dirigé une prière pour continuer son chemin vers Dieu. Je pense que c'est comme ça, je ne sais pas. Voilà, donc c'est une mosquée importante pour les musulmans. Et les Israéliens ont essayé d'interdire, les Arabes de se rapprocher de cette mosquée et d'effectuer leur prière. Donc c'est ce qui a déclenché la crise. Mais aussi il y a d'autres causes, il y a d'autres causes. On n'a pas le temps de revenir sur tout, mais aussi il y a d'autres causes. Voilà. Maintenant, il y a deux hommes qui sont à l'origine de cette, de cette nouvelle crise. Il y a d'abord Benjamin Netanyahu et il y a Donald Trump. Pourquoi? Parce que Donald Trump, donc le 14 mai 2018, il a décidé de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, alors que la résolution 181 de l'ONU disait que Jérusalem a un statut de ville
international. Donc personne ne doit posséder Jérusalem ou occuper Jérusalem comme son territoire. Donc c'est une ville internationale sous sous autorité de l'ONU. Donc c'est l'ONU qui gère Jérusalem normalement. Oui, donc Donald Trump, lui, décide de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Voilà, ce qui signifie quoi? Donc Jérusalem est maintenant la capitale de l'État d'Israël. Vous voyez, donc c'est ce qui donne le courage à Netanyahou qui est, comment dirais-je, une personne qui est, on peut dire un extrémiste parce que simplement, même la mort d'Isaac Rabin, il fait partie des gens qui ont décrié Isaac Rabin, qui ont soulevé des discours de haine. Donc, juste qu'on en arrive donc à l'assassinat d'Isaac Rabin en 1995, que vous connaissez Rabin qui a été à l'origine des accords d'Oslo. Vous voyez. Donc, il a incité les gens à tuer Rabin. C'est ce que disent les historiens. Il a incité ça parce qu'il a eu des discours de haine pour dire que Rabin donc, est en train de les trahir, alors que Rabin voulait la paix avec les accords d'Oslo de 1993. Vous voyez. Donc on a tué Rabin alors qu'il était donc, pour la paix en Palestine. Donc Netanyahou, après la mort de Rabin, a complètement remis en cause les accords d'Oslo. Donc il a été au pouvoir en 1996. Netanyahou, l'actuel premier ministre, cet ancien il a été destitué heureusement. Donc il n'est plus premier ministre. Voilà, il n'est plus premier ministre. Mais c'est lui qui a déclenché cette guerre. Donc en 1996, il a été au pouvoir. Il a complètement déchiqueté les accords d'Oslo. Après lui, il y a eu Ariel Sharon, donc qui a encore fait pire. Donc pour revenir à l'actualité, donc Netanyahou, en 1996, comme maintenant, c'est un gars, on va dire, qui n'est pas pour la paix. Donc c'est un sioniste, on va dire révisionniste, comme on les appelle. Donc il pense que tout cet espace devait les appartenir. Donc les Palestiniens n'ont pas de place là-bas. Donc c'est ce qu'il soutient et sa politique le montre, je pense. Voilà. Donc nous avons Netanyahou, donc, qui est un sioniste révisionniste, donc il n'est pas pour la création d'un État palestinien. Donc il a déclenché cette guerre avec l'aide de M. Trump qui a favorisé donc, cette force d'Israël de réclamer donc, cette terre parce qu'il a transféré la capitale à Jérusalem. Vous voyez. Donc c'est ce qui est à l'origine de cette crise actuelle. Et je pense que la solution, comme tout le monde le sait, c'est deux États. Je vais revenir donc sur cette proposition de l'ONU. Un historien français, donc Henri Laurent, donc, a proposé comme solution ce qu'il appelle une fiction juridique. C'est-à-dire, nous avons deux États, une confédération ou une fédération. Donc cela dépend. Avec deux États gérés maintenant par les deux peuples. Vous voyez, donc les deux peuples vont gérer le territoire sur cet espace. Donc soit dans le cadre d'une confédération ou d'une fédération d'États. Donc c'est ce qu'il propose. Maintenant, il a fini par dire que c'est utopique. Parce que tout simplement, Israël s'arrange pour qu'il n'y ait pas deux États. Pourquoi? Parce que tout simplement, il continue de coloniser la Cisjordanie qui devait constituer, éventuellement, s'il y avait une solution de deux États, la Cisjordanie devait constituer l'espace qui serait le territoire palestinien. Mais ils encouragent les jeunes Israéliens et les Israéliens à occuper cet espace. Ils construisent de jour en jour. Donc ça veut dire qu'actuellement, même si on devait créer deux États, on n'a même pas d'espace pour créer deux États. Peut-être la bande de Gaza occupée par les Arabes, le reste c'est pratiquement occupé par les Israéliens. Vous voyez. Donc il n'y a pas la volonté d'Israël d'aller vers deux États. Deuxièmement, il y a le cynisme des Occidentaux, donc de l'ONU, de l'Union européenne, de la Russie, qui sont le quartet. Donc nous avons l'Union européenne, les États-Unis, la Russie et l'ONU qui sont le quartet, qui sont les quatre entités chargées de cette question. Vous voyez. Mais ils se limitent tout simplement à dire que les Palestiniens ont le droit d'avoir un État. Donc la solution c'est deux États et point. Ils ne trouvent pas les voies et moyens pour arriver à deux États. S'il y a une violation, une colonisation, on ne sanctionne pas Israël. Donc l'ONU se limite à lire le droit, mais elle ne l'applique pas.
comment on peut avoir un État alors qu'on lit, on sait ce qui est vrai, on connaît la solution, mais on ne l'applique pas. Et en face, vous voyez Israël qui continue de coloniser, il n'y a pas de sanction. Voilà, donc je pense qu'on en est là. Il n'y a pas de volonté vraiment du côté d'Israël, du côté de l'ONU, de trouver une solution. Parce que je pense, à mon humble avis, ils sont du même camp. Parce que l'ONU, l'Union européenne, donc voilà, États-Unis, c'est la même chose, je pense. Donc c'est l'Occident et ils sont derrière Israël, malheureusement. Et on n'est pas prêt d'avoir une solution. Merci. Voilà, c'est mon humble avis et c'est un sujet très sensible parce que sur le plan religieux, c'est complexe, sur le plan politique, c'est complexe. Sur le plan économique aussi, c'est une région très riche. Donc voilà ce que j'avais à dire et je pense que c'est un sujet très vaste qu'on ne peut pas épuiser donc en quelques minutes. Hein, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos applaudissements. Mesdames et messieurs.